Bonjour Jules Lacroix. Bonjour. Bienvenue. On va essayer de parler de ce livre que j'ai récupéré, donc écrit, tu es un jeune auteur. C'est mon premier roman. C'est ton premier roman qui s'appelle Les Saints d'Esprit. Alors je le montre à la caméra, je ne sais pas si on arrivera à le voir. Je l'afficherai de toute façon par-dessus. On va faire une petite discussion ensemble. Je vois ça comme étant un format d'environ 1h30. Alors je le dis, mais en fait je ne sais pas ce qui va se passer. Donc peut-être que ça durera plus, peut-être que ça durera moins. Et j'ai envie de parler de trois choses. D'une part de ce livre, donc ça sera la première partie de notre discussion. Ensuite de ton approche en tant qu'auteur, de ton processus créatif, de la manière dont tu écris, dont tu t'inspires du monde, où tu l'observes pour arriver à écrire. Et enfin peut-être te faire parler presque comme un sociologue de ton observation des rapports hommes-femmes, du féminisme, de tous les enjeux qui peuvent éventuellement préoccuper les jeunes garçons, préoccuper de séduire des jeunes filles, puisque c'est un des sujets de ce livre. Eh bien écoute, je te propose peut-être de te présenter en un mot, pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Oui, très rapidement, je suis Jules Lacroix, donc, écrivain. J'ai produit ce premier roman donc, chez les éditions La Giberne, qui m'ont donné la chance de pouvoir faire entendre ma voix, en tout cas ma plume. Voilà, ce roman, c'est l'histoire, enfin c'est la confession d'un homme qui s'est un peu trop laissé emporter par ses passions et qui aujourd'hui juge qu'il est prêt à en payer le prix et qui demande donc à la société, puisque n'étant pas croyant, il demande à la société de le juger, non pas à Dieu. Il demande le jugement dernier qui lui permettra, lui, de savoir s'il est ou non pardonné, ou au moins pardonnable. Alors, pardonné ou pardonnable, parce qu'en fait, donc on pourrait se dire, ces passions, pourquoi est-ce qu'il devrait demander un jugement pour cela ? Ces passions l'ont quand même poussé assez loin. Comment tu présenterais, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, un petit peu le parcours de vie de Pierre Revel, donc, qui est le personnage central de ce livre ? Oui, Pierre Revel, c'est une personne donc, qui demande pardon, comme je disais, parce qu'il est conscient d'avoir péché. Et son péché, lui, c'est principalement celui de la chair, celui de la luxure, ou en tout cas celui du désir comblé. Il a des passions qui sont immenses pour les femmes et qu'il laisse souvent s'exprimer au travers de ses actes. Et il a besoin, en fait, de cet exutoire féminin pour vivre. Dans l'exutoire féminin en question, il y a plusieurs personnages, alors on va peut-être pas tous les citer, en particulier il y a une certaine Anna qui est un des personnages principaux, c'est peut-être la première amoureuse de Pierre Revel, je ne crois pas m'avancer trop en disant ça, qu'il aime passionnément, et pourtant cette histoire va connaître une fin un petit peu abrupte. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce personnage ? Comment tu le présenterais à des gens qui n'auraient pas lu le livre ? Le personnage d'Anna ? Oui, le personnage Anna, d'Anna. C'est l'alpha. C'est d'ailleurs pour ça que son prénom commence par un A. C'est le début, c'est le commencement, c'est la genèse du roman. Certes, le roman ne commence pas sur la découverte d'Anna, mais c'est elle qui fait le début de Pierre Revel. En fait, Pierre Revel, il se construit en miroir un petit peu des femmes qu'il arrive à séduire, à conquérir. Et Anna démarre ce jeu. En fait, il la rencontre un matin d'hiver. Il est absolument subjugué par sa beauté. Il ne se pose même pas la question de savoir s'il va ou non réussir à la séduire. Il se demande juste comment il va faire. Et de là débutent tous ces tourments, puisque Anna ne sera pas celle qu'il s'attend à trouver dans les femmes. Qu'est-ce qu'il s'attendrait à trouver exactement Pierre Revel dans les femmes ? Un amour pur, sain et inconditionnel. Et est-ce que je rajouterais aussi juvénile, non, peut-être ? J'ai eu l'impression qu'il est cherché beaucoup chez Anna, cette espèce de fraîcheur oui, tout à fait. Ardente de l'amour des adolescentes, en fait, ou quelque chose comme ça. Tout à fait, c'est un amour adolescent, hein, comme on en a tous vécu. C'est la passion qui débute, en fait, c'est la découverte de la passion. Et dans Anna, Pierre Revel donc découvre ce qu'est réellement la femme. Et c'est une découverte. Moi, une des choses que j'ai trouvé intéressante dans ce livre, alors peut-être on reviendra un petit peu là-dessus après dans la deuxième partie pour parler de la structure et de la manière dont tu l'as écrit. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on voit l'évolution du personnage de Pierre Revel avec le temps. Et on le voit aller de passion adolescente vers des femmes d'un âge mûr. On terminera avec une certaine Denise, dont on ne va pas trop révéler l'identité quand même.
Et en fait, on le voit progressivement aller, de ces espèces de passions adolescentes vers des femmes d'âge mûr. Qu'est-ce qu'il, quelque part, trouve chez des femmes d'âge mûr qu'il n'aurait pas trouvé chez Anna, par exemple? Comment tu vois cette dimension de l'âge dans le Alors je pense que la question est posée à l'envers, puisqu'en fait, l'âge de Denise importe peu à Pierre Revel. On sent qu'au début, il n'est pas très content quand même qu'elle ait cet âge-là. Ça le chagrine un petit peu, non? En fait, ce qui l'attire chez elle, c'est sa ressemblance avec un autre personnage du livre. Ouais. Et c'est ça qui va faire que Pierre Revel ira vers Denise et sera immédiatement subjugué d'une façon plus ou moins, on va dire, chaste par sa personne. Mais c'est pas vraiment son âge. La question, c'est celle de sa ressemblance avec un autre personnage. Et en fait, la grande quête de Pierre Revel, après son amour désastreux avec Anna, ça va être d'oublier Anna, dans un premier temps de s'oublier lui-même, d'oublier qui il est, et ensuite d'oublier Anna. Et lorsque Denise revient, cette quête est mise à mal. Et c'est ça, c'est cette souffrance en fait qui va, dans ses grandes pulsions destructrices, l'attirer vers elle. Alors c'est intéressant parce que tu as dit que quand Denise revient, en fait Denise vient, mais Anna revient, Anna revient en Denise. Oui. Et du coup j'en étais presque... Est-ce que quelque part tu irais jusqu'à dire que... toutes les quêtes de Pierre Revel consistent à retrouver au moins le fantasme qu'il s'est fait de l'image d'Anna et de la femme, et de quelque part revivre une sorte d'amour adolescent qu'il n'a pas pu vivre à la manière dont il aurait voulu le vivre, quoi. Mais je suis entièrement d'accord. C'est exactement ça. En fait, il y a une fuite et ensuite le ruisselant de désespoir, il accepte que cette fuite est vouée à l'échec. Et il accepte de se rouler dans sa douleur, dans sa souffrance, et dans le fait que tout est un éternel recommencement, et qu'il ne pourra pas échapper à son destin, puisque ce livre parle le thème qui chapeaute tout, c'est le destin. La dernière partie du livre, en tout cas, parle de ça. Et alors le destin, comment toi tu le... Enfin, le destin, il est à la fois, il a des aspects positifs et des aspects tragiques. Il y a quand même beaucoup de tragique dans ce texte. Oui. Est-ce que c'est un destin malheureux dans l'histoire de Pierre Revel, ou est-ce que c'est un destin tout court et quelque part c'est à nous, lecteurs, de nous faire un avis sur le fait qu'il soit heureux ou malheureux? Est-ce que tu avais envie de donner un tour malheureux d'emblée à ce texte, ou est-ce que c'est notre regard à nous qui va rendre ce texte malheureux? Oui, mon souhait c'est que chacun s'approprie le texte. En fait, il faut que chaque lecteur soit capable de faire son propre chemin en lisant ce texte, et ce texte soit capable de se dire combien y a-t-il de Pierre Revel en moi. Je veux dire, on a tous, nous les hommes, une petite partie, la plus infime soit-elle. En tout cas, j'espère qu'elle est infime, de Pierre Revel en nous. On a tous un certain besoin de plaire, un certain besoin d'exister aux yeux des femmes, et on le fait tous de façon très différente. Mais Pierre Revel, lui, c'est un petit peu la perversité incarnée. En tout cas, après son histoire avec Anna. Et cette perversité, je pense qu'on l'a en nous. Et ce livre, en fait, il a pour but de dire aux hommes, regardez-vous, voyez qui vous êtes, et essayez de juger si oui ou non vous êtes un Pierre Revel. Et voilà, tirez-en des conséquences. C'est intéressant, je ne l'avais pas forcément vu dans cette perspective-là. C'est une sorte d'appel à la confession, quelque part, que tu proposes aux gens? Oui. Je pense qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui, c'est de faire le point sur sa vie, c'est-à-dire de savoir qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'on se regarde dans le miroir tous les matins, mais on ne sait pas qui on est. Et on sait mieux, on est même bien plus apte à juger les autres, à savoir qui sont les autres, qu'à savoir qui on est soi-même. Tout ça pour une très bonne raison, c'est que notre vie est un immense bazar, fait de plein de petits moments qui n'ont qu'un lien les uns avec les autres. Et mettre de l'ordre là-dedans, c'est tout bonnement une tâche herculéenne. Et voilà, en appelant les gens à se regarder sur au moins un aspect, c'est-à-dire sur cet aspect-là, on peut les aider aussi à se découvrir un petit peu. Et il y a de ça dans ce roman. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à me découvrir, à me comprendre. Donc je pense que ça pourra toucher peut-être quelques lecteurs masculins, en tout cas je l'espère, et même féminins, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des analyses de l'âme féminine qui sont... Quelle part de Pierre Revel sommeille en toi, en réalité? Est-ce que c'est un livre de catharsis? C'est une bonne question, c'est une bonne question, ça. Je pense que le premier Pierre Revel est en moi, c'est-à-dire celui qui est amoureux d'Anna. Parce qu'il
Il y a plusieurs Pierre Revel dans le livre, comme j'ai dit plusieurs fois. Il y a le premier qui est un amoureux, un jeune adolescent éperdument amoureux d'une fille qui lui plaît dès le premier regard et qui parle de son coup de foudre. Et il y a le second qui se roule dans le péché, qui analyse froidement ses victimes, enfin c'est les femmes qu'il séduit, c'est la Madame de Merteuil contemporaine, un petit peu, qui met de la raison un peu dans le corps, les sensations corporelles. Et il y a le troisième Pierre Revel qui est dans la déchéance la plus profonde, qui s'annihile lui-même. Et le quatrième qui chapeaute le tout, c'est celui qui raconte, qui nous parle, qui est derrière nous, qui nous parle à l'oreille, qui blablate sans arrêt, qui raconte les trois Pierre Revel. Celui-ci chapeaute tout. Et lui, c'est le narrateur. Donc celui-ci, bon évidemment, c'est Jules Lacroix, c'est l'écrivain, c'est tout ce qu'on veut, lui c'est le projet artistique. Mais le premier, Pierre Revel, oui, l'amoureux transi, celui-ci est encore bien inscrit en moi. Et c'est une bonne chose ou pas forcément ? Je pense que c'est une bonne chose, cela veut dire que j'ai assez peu souffert des femmes. Jules Lacroix, vos personnages, ils ont l'air quand même pour certains d'avoir une vie débauchée, peut-être un peu, par certains aspects, un peu vieillotte. Moi, il m'a semblé qu'il y avait un petit décalage temporel. L'intrigue, vous la situez à notre époque ou à une époque précédente ou... Ah, j'ai absolument pas envie de répondre à cette question. En fait, c'est assez intemporel, hein, effectivement. Ouais. J'ai donné peu d'indices. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Voilà, on ne peut pas situer... Parce qu'il y a des passages, je pense notamment des passages où les gens vont de bar en bar, où il y a de l'alcool, non, mais etc. C'est l'époque contemporaine. C'est des choses qu'on aurait pu lire à la fin du 19e siècle aussi, en fait. C'est difficile de cerner, et en fait, il y a un autre aspect qui m'a fait me poser cette question, c'est qu'il n'y a pas du tout la dimension... notamment informatique qu'on trouve aujourd'hui, de tout ce qui est rencontre en ligne, de tout ce qui est interaction. Justement, tout se passe par des lettres papier, donc ça peut-être que ça vaut la peine de le signaler aux gens. Il y a beaucoup dans la structure de lettres, beaucoup de découpage de l'histoire. En fait, l'histoire n'est pas racontée de manière purement linéaire, en passant d'une étape à la suivante, etc. Il y a des inserts de lettres, etc. Ce mode de fonctionnement, il fait penser presque plutôt, je dirais, mi-20e siècle qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est un choix artistique ? Oui, tout à fait. Il s'agissait de donner un cadre, en fait. Pierre Revel, s'il est un personnage qui peut être contemporain, reste surtout un personnage romantique. Et donc, pour obéir... Enfin, un anti-héros sous bien des aspects, mais un personnage romantique. Et pour obéir à cette esthétique, il fallait éviter, évidemment, le téléphone portable, les textos à longueur de journée. Et la lettre a ce pouvoir qu'elle a elle a cette capacité de concentrer l'âme, en fait. On ne dilue pas le message sur la journée avec plein de petites intentions. On met toute sa volonté, toute sa force, toute son énergie dans une lettre, dans une chose qui va devoir faire comprendre à l'autre ce que l'on ressent. Après, François Mauriac dit que la lettre, c'est aussi l'instrument par excellence pour tromper l'autre, pour lui faire... entendre ce qu'on a envie qu'il entende, ce qui est beaucoup plus facile et vrai effectivement par écrit qu'avec un coup de fil ou une dizaine de SMS. Mais la lettre, en cela, est bien plus complexe et bien plus intéressante. Et puis bien sûr, esthétiquement c'est bien plus romantique de faire écrire un personnage, de le faire coucher ses sentiments sur du papier, une matière noble, pour ensuite les envoyer à sa promise. Et typiquement, alors c'est marrant parce que quand on lit le texte, on ne pense pas forcément tout de suite au romantisme. Le romantisme, on va dire, tel que les littéraires l'entendraient, c'est-à-dire celui de Goethe, celui de Benjamin Constant, c'est quelque chose qui vous a inspiré, vous, dans cette démarche d'écriture ou... Non. Mes inspirations sont bien plus tardives. Elles sont... ou plutôt, si on reprend Chauderlot de Laclos, mais ensuite, mes inspirations, elles sont plus tournées vers des tons un petit peu plus expéditifs, peut-être comme, dans certains passages, comme Nimier ou Monterland. D'accord. Avec un ton un peu plus cynique, voire sardonique, et des passages carrément humoristiques, hein, vraiment. Donc, il y a tout, en fait, il y a beaucoup d'inspiration. Juste pour quelque part aussi revenir peut-être sur ce titre qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant, les saints d'esprit, c'est une opposition au fait que il y a des gens qui ne sont pas saints d'esprit et Pierre Revel a l'air de se compter parmi eux. Tout à fait.
c'est aussi l'adresse qu'il utilise à chaque fois qu'il écrit une lettre. Ce terme, les saints d'esprit, comment il vous est venu et pourquoi vous avez choisi celui-là plutôt que peut-être je sais pas moi, les gens normaux ou par opposition aux aliénés, aux fous. Enfin, on a tout un tas de vocabulaire pour décrire les gens qui ne seraient pas saints d'esprit. Oui, mais c'est un indice en fait de la tare qui est reprochée à Pierre Revel. C'est-à-dire, c'est la tare qui lui est reprochée, c'est celle de l'esprit, c'est-à-dire d'avoir un esprit difforme, désaxé. Et c'est un indice en fait de ce qui va se produire, un avant-goût de ce qui va se produire à la fin du roman. Et cette dichotomie, en fait, elle reprend le thème de la confession. Pierre Revel il a un besoin maladif en fait de parler. C'est un personnage qui a été seul. En fait, il est tombé amoureux une fois et ensuite il a erré dans la vie. Il a traversé la vie soumis à des passions immenses. Il n'y a rien compris. C'est quelqu'un qui est complètement perdu. Et à la fin, il a besoin de parler. Il a besoin de se confesser. Et comme on lui dit qu'il est fou, il parle au Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Il a besoin de se confesser à une foule, à quelqu'un qui, en masse, va pouvoir lui dire si oui ou non il est Saint-Esprit. C'est intéressant aussi parce que quelque part ça transporte les problèmes de Pierre Revel sur le domaine de l'esprit, alors qu'on pourrait se dire qu'en fait ce qu'il commet ce sont des péchés de chair. Pourquoi plutôt parler de l'esprit que de la chair en pratique ? Parce qu'il n'y a pas de chair sans passion, et la passion s'exprime pour lui en tout cas par l'esprit. Et la chair, en tant que chair, pour lui, n'est pas vraiment un plaisir. Il s'y roule par besoin dans cette luxure, dans ce stupre, mais on le sent qu'il culpabilise. Il a un problème avec ça, ça lui pose un problème. Et il ne veut pas continuer, mais malgré lui, il est entraîné dans cette spirale du vice, puisque le vice entraînant le vice, il sombre de plus en plus profondément. C'est intéressant parce que quelque part, une autre question moi, que je me suis posée en lisant ce texte, c'est au fond si Pierre Revel sommeille à des degrés divers en chacun de nous, sommes-nous vraiment nous-mêmes saints d'esprit en fait, ou sommes-nous nous aussi des Pierre Revel, enfin, qui décide de qui est saint d'esprit et qui ne l'est pas ? Eh bien, la fin du livre répond à cette question. Bon, mais... on la divulgachera pas peut-être pour laisser le suspense aux auditeurs. Je pense que je laisserai le choix aux auditeurs de faire leur propre psychanalyse. Je te propose qu'on passe du coup peut-être un peu plus à une réflexion sur ton travail d'auteur. Oui. Est-ce que ça te convient ? Avec plaisir. Donc ce texte il fait à peu près 210, 215 pages, quelque chose comme ça. C'est un texte que tu as écrit d'une traite, tu l'as écrit en plusieurs morceaux, Alors la démarche artistique première, c'est celle des lettres de Pierre Revel. C'est ce que j'ai écrit en premier, ça je l'ai écrit d'une traite, très rapidement. Et la suite ensuite, enfin tout ce qui est ajouté par la suite, le travail des psychiatres, le dossier qui est ajouté à la fin, ça a été un petit peu plus laborieux, mais la démarche artistique de la confession est venue toute seule, celle-ci. Et comme auteur, tu es du genre plutôt à écrire, je sais pas moi, à 2h du matin, tourmenté, etc. Ou à te prévoir un agenda de travail et travailler tranquillement à 10h du matin en sirotant un café. Enfin, c'est vraiment... Oh, j'aimerais être de ceci. Non, malheureusement, non, je travaille principalement la nuit. Mais je pense que quiconque a déjà eu une démarche créatrice saura que la nuit porte conseil. Je trouve que personnellement, moi, c'est un instant qui m'inspire. J'aime être seul, j'aime être vraiment seul. Donc savoir que tout le monde dort, que tout le monde me laisse en paix, m'aide pour écrire. Et puis il y a cette mélancolie qui traverse toujours la nuit et qui aide à composer. Tu prends beaucoup de notes quand tu prépares tes textes ? Non, je sais que beaucoup de gens écrivent avec des plans, ils sont très structurés, ils prennent des notes. Le Hussard ou Mathias Kessler, en tout cas, est de ceci. Mais moi, je suis strictement incapable de travailler avec un plan. De toute façon, je peux toujours essayer de faire un plan, je ne m'y tiendrai pas. Je vais... complètement mais je pensais plus en termes de travail préparatoire, par exemple d'aller visiter les endroits dans lesquels tu voudrais que se tienne l'action pour prendre des notes sur les éléments marquants. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des photos, je sais qu'il y a des gens qui ont des calepins bourrés de notes pour préparer une scène de description qu'ils vont utiliser. Enfin, comment tu travailles ? Très peu de préparation, beaucoup de spontanéité, c'est plutôt ça, très peu. Le premier conseil que je donnerais à quiconque veut écrire quelque chose, c'est de vivre en fait. Il faut vivre des choses, voir un maximum de choses, être ouvert à beaucoup d'expériences, et c'est ça qui permet d'avoir matière à composer.
J'ai pas eu de travail préparatoire puisqu'en fait tout était dans ma tête. J'avais simplement le besoin de piocher ici et là des souvenirs, des impressions, des sensations qui ont pu aider ensuite à construire une fiction totale. Je pense que c'est une suite en fait de petites perceptions qui donnent l'œuvre, hein, comme toujours. Et là-dessus, tu as par exemple une manière visuelle d'approcher la chose. Tu te fais un film dans ta tête et tu découpes scène par scène et tu écris après, ou comment tu... Oui, je suis quelqu'un de très visuel, justement. L'esthétique compte beaucoup. D'ailleurs, le livre parle beaucoup d'esthétique, de beauté. Et pour moi, c'est important effectivement d'avoir l'image, d'avoir un cadre que je peux ensuite retranscrire. Et Pierre Revel aussi est esthète. En fait, ça ressort. C'est peut-être un trait de ma personnalité qui ressort. C'est intéressant parce que en fait, moi, en lisant le texte, j'ai eu l'impression qu'à la fois Pierre Revel, par moments, il avait un goût artistique extrêmement exigeant, et puis qu'à d'autres moments, il arrivait à trouver de la beauté là où littéralement personne n'en voyait. Je pense notamment à l'une de ses premières scènes qui se passe de mémoire à peu près à la période de Noël, où les gens font leurs courses et où il y a des femmes d'un âge mûr, on va dire, qui sont pas particulièrement apprêtées et auxquelles leur mari ne prête pas vraiment attention. Préférant s'intéresser aux bibelots électroniques qui sont sur l'étagère à côté. Oui. Et lui a l'air de trouver ça d'une beauté extraordinaire, et j'avoue que même moi j'avais du mal à être en empathie avec lui sur ce point. En fait, c'est pas aussi simple. Il veut trouver la beauté. C'est-à-dire qu'il veut la trouver. Il cherche à ressentir ce que les autres ressentent. Il essaye de s'inscrire en fait dans la normalité. Et dans cette première scène, c'est très juste, il y a l'antipassion en fait. Il y a les hommes et les femmes qui ne se regardent plus. En fait, il y a le monde actuel, c'est-à-dire la guerre des sexes, les deux sexes qui se détestent entre eux. Et il y a Pierre Revel qui essaye de comprendre pourquoi les hommes, on se regarde détourner, on se regarde baisser, pourquoi ils sont complètement amorphes face à toutes ces femmes qui circulent autour d'eux et qui ne les attirent pas. Et lui, il essaye de comprendre. J'ai presque envie de le lire maintenant, ce passage, en fait, pour les gens, parce que je n'avais pas forcément envie de le faire à ce moment-là. Mais effectivement, il est... Ah oui, j'ai pas eu le temps de signaler aux gens que c'était extrêmement bien écrit, mais enfin, de toute façon, je pense que ça se verra Je ne serai pas sur ce fauteuil ici, peut-être. Ces dames excellaient dans la mauvaise teinte de cheveux, leur chevelure originelle, depuis longtemps évanouie, ramenée en arrière dans un chignon négligé, trônant au sommet de leur crâne malpropre, était dissimulé par des mèches blondes, le tout ressemblait à un marbré spongieux déposé sur un visage glabre et vide. Les hommes ne les regardaient pas, ils gardaient le nez tourné vers les étalages de bibelots électroniques. Elles auraient bien aimé pourtant qu'ils les regardassent, que leurs yeux aventureux se perdent sur leurs hanches larges et jusque dans les plis blancs de leurs chairs abondantes, mais ils vagabondaient l'œil bovin entre les rayons. D'autres nymphes, hollywoodiennes celles-ci, avaient déjà exténué leurs esprits stériles, une parfaite fadeur avait émoussé l'aptitude de ces pâles esprits à désirer le réel. Est-ce qu'on a besoin de désirer le réel, en fait, pour vivre ? Oui. Je pense justement que cette guerre des sexes dont je parlais est le fruit de la perfection dont est sans arrêt assailli notre esprit. En fait, notre... voire, j'irais peut-être un peu loin, mais de la pornographie, en fait, qui est aujourd'hui... Parce que j'ai cru comprendre que c'était ça dont on parlait, oui, les nymphètes hollywoodiennes, voilà, c'était ça. Leurs esprits stériles, tout à fait. C'est un drame aussi, aujourd'hui. On ne peut que constater qu'aujourd'hui, le corps féminin, la femme... de belles femmes en tout cas sont présentées partout. Le sexe est abondant, les hommes ont un accès immédiat au sexe malheureusement, et cette abondance, comme dans toutes les abondances, fait perdre le goût en fait. Elle coupe le goût des hommes, et elle leur enlève cette envie réelle de femme qui est celle de l'amour en fait, de la passion en tout cas, du désir qui mène ensuite à l'amour. Et ça c'est une stérilisation totale de l'esprit pour moi qui est grandement dommageable. Et en fait cette première scène elle fait cet état des lieux qui est de l'extinction totale de l'attirance des hommes pour les femmes, pour les vraies femmes, pour celles qu'ils peuvent croiser dans la vraie vie. Et Pierre Revel regrette ça, lui, puisqu'il n'est pas tombé là-dedans. Il essaie de comprendre pourquoi lui est fou et pourquoi les saints d'esprit ne regardent plus les femmes. Ça soulève deux questions. Alors, la première, juste pour prendre un petit peu le contre-pied, c'est marrant de présenter la pornographie comme étant une perfection. Je trouve ça très amusant parce qu'en fait,
le plus souvent, ce sont des femmes, bon, pour certaines qui sont pas laides à regarder, mais enfin, on est quand même sur une sorte de... Si c'est de la perfection, c'est quand même une perfection extrêmement grossière et vulgaire. On n'est pas du tout sur... enfin, en tout cas, tel que je perçois, moi, les aspirations de Pierre Revel, il cherche des femmes raffinées. Et il est en décalage avec ça. Je ne suis pas du tout certain que, quelque part, la pornographie lui apporterait cette satisfaction-là. Absolument. Et la deuxième chose, c'est que c'est marrant de dire, en fait, il y a une abondance de sexe, parce que, quelque part, ce sexe, il est totalement virtuel. Au même moment où nous disons qu'il y a une abondance, certains se plaindraient qu'au contraire, on n'a jamais aussi peu eu de relations entre les hommes et les femmes, et qu'il y a des pans entiers de la société qui, en fait, ne sont... allez, disons-le méchamment, puceaux à 30 ans et qui n'ont pas d'espoir de rencontrer des femmes. Je suis d'accord, mais j'appelle pas ça de la misère sexuelle. Je pense que la misère sexuelle, c'est un thème qui a été inventé par certains influenceurs, ou influenceuses surtout, pour faire leur beurre et convaincre les hommes qu'en les écoutant, ils pourront acquérir la capacité d'avoir des femmes. Mais pour moi, la misère sexuelle n'existe pas. On a rarement été dans des époques autant baignées dans le sexe qu'aujourd'hui. Les hommes se complaisent, enfin se vautrent en fait dans la pornographie et dans le sexe, et ça n'a jamais existé avant. Ou en tout cas, ils le faisaient de façon différente et peut-être de façon un petit peu moindre. Et je pense que cette misère sexuelle qu'on essaye de faire avaler aux jeunes hommes n'est qu'un prétexte à poursuivre. En fait, il faudrait simplement cesser tout cela, cesser de s'enfermer dans cette pornographie, dans ce sexe virtuel justement, de s'enfermer dans ces cadres. C'est ce que j'appelle la perfection, c'est-à-dire que c'est le plaisir absolu des sens, c'est-à-dire que tout est fait, tout est calibré pour que nos sens, notre cerveau reptilien, j'en sais rien, soit absolument comblé. Et ça, c'est dommageable pour l'esprit. L'esprit cesse de se développer puisqu'il est immédiatement comblé. Et aujourd'hui, je pense que si... comme tu dis, les jeunes puceaux de 30 ans cessaient de passer leur journée sur Tinder et pas Tinder, qui n'est pas un site porno, mais des sites porno, ils auraient peut-être un petit peu plus l'occasion de rencontrer des vraies femmes et de savoir comment les séduire. De toute façon, pour une réussite, il y a 10 râteaux, hein. Ça, il faut y passer. Donc tu penses quelque part que en fait, la frustration qu'ils ressentent, qui est aujourd'hui canalisée par tout ce qui est pornographique, en fait, c'est normalement un moteur pour aller chercher des femmes, pour travailler sur son apparence, pour travailler sur son élocution, sur tous les arts de la séduction. Alors on en parlera peut-être un petit peu après, mais parce que ce livre est un traité de séduction tu en parles un petit peu aussi. Ouais. Et donc toi, tu vois en quelque part tout ça comme étant un aiguillon nécessaire pour aller convaincre les jeunes hommes d'aller... Il faut s'infliger une privation et une souffrance pour ensuite avoir une réussite. Comme dans l'écriture, c'est l'école de la persévérance, c'est une souffrance. L'écriture, il faut se faire mal, écrire, se tromper beaucoup, effacer, réécrire. Comme pour la séduction. Il faut souffrir, il faut se casser les dents contre nombre de jolies demoiselles pour enfin réussir à trouver celle qui acceptera nos avances. Tant qu'elles sont polies et respectueuses. On reviendra peut-être sur ce poli et respectueuse après. Pierre Revel aurait des choses à redire. Oui, c'est ça, je suis pas sûr qu'il serait d'accord. Quelque part, alors c'est amusant aussi, puisque toute la partie misère sexuelle, alors je sais pas si tu es au courant de ça, en fait, ça a été aussi pas mal théorisé dans les années 60 par les communistes qui avaient écrit un manifeste, notamment sur la misère sexuelle, qui avait beaucoup tourné dans les facs à l'époque. D'accord. Et qui avait du coup en fait lancé ce concept. C'était un concept communiste à la base, pour qui en fait s'est retrouvé dans un texte que tu connais forcément, l'extension du domaine de la lutte, qui en fait n'est autre que la matérialisation en titre du contenu et de l'essence distillée de ce concept des années 60. Pierre Revel et toi-même, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux d'une classe moyenne supérieure, je ne sais pas exactement oui, tout à fait. Comment. Voilà. Oui. Est-ce que tu dirais, toi, que cette notion de l'argent, cette notion de la classe sociale, ça a un impact sur la manière dont tu peux approcher des femmes, rencontrer des femmes, etc. Ou est-ce que c'est un détail et finalement chaque classe a ses propres codes et il suffit de les connaître Oui, je pense que chaque classe a ses propres codes, effectivement. J'irai au-delà des classes sociales. Je pense qu'au sein d'une classe sociale, il peut y avoir plusieurs groupes, même sociaux, en fonction des affinités, je ne sais pas moi, philosophiques, religieuses, sportives, voilà, toutes ces activités qui peuvent conditionner un individu.
peuvent aussi avoir pour effet de rendre plus ou moins réceptif à des techniques d'approche ou des caractères plus ou moins marqués chez des gens. Donc je pense que ça va au-delà de la classe sociale. Certes, les classes sociales ont des codes, on va pas dire l'inverse. C'est de là que vient le terme de misère sexuelle, en fait. C'était une misère pour des pauvres, de la classe sociale la plus pauvre vis-à-vis des femmes. Les communistes l'ont présenté au départ comme étant, oui, en fait, une incapacité des classes défavorisées d'hommes à accéder aux femmes. Des classes les plus aisées, notamment, ou de toutes les classes? De toutes les classes, en fait. D'accord, ok. En disant, pour reprendre, il y a certains penseurs, depuis, je pense, à l'auteur de Sociologie du dragueur, qui te dirait que, en fait, les conditions de la rencontre sont indispensables et que celui qui a un appartement pour pouvoir inviter la demoiselle s'en sort forcément mieux que celui qui n'en a pas. Bon. Oui, certes. Et je veux dire, c'est du bon sens à ce stade-là. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande analyse sociologique pour s'en rendre compte, c'est une évidence. C'est très matérialiste. Et au passage, il y a un ou deux passages. Pierre Revel séduit son appartement. C'est vrai. Avec un poème. Avec de l'esprit. Oui. Mais tu penses que c'est toujours possible, ça, par exemple? Oui. Ou c'est en train de disparaître? Je suis convaincu que c'est possible. Je pense que certaines femmes aiment que les hommes aient de l'audace, elles aiment que les hommes soient capables de se montrer virils et de prouver qu'ils méritent leur attention. Au moins leur attention, en tout cas. Si un homme est capable de faire de l'esprit, d'avoir assez de finesse pour toucher une femme avec de l'éloquence ou un poème, peu importe, quelque chose de bien construit et de beau, le beau est important, je pense qu'elle ne pourra que se montrer réceptive. Si on oublie ça, c'est sûr que la séduction est déjà bien plus mal partie. Après, peut-être que socialement, cette approche est réservée à des classes sociales plus élevées, je ne sais pas. Peut-être. Je pense que le poème n'est pas universel. Pour le non, coup. certes. Mais bon, personnellement, je ne suis pas d'une classe sociale extrêmement élevée non plus. Je viens d'un petit lycée de campagne et je pense que certains de mes poèmes ont pu avoir du succès. Donc, je veux dire, il s'agit de toucher. En fait, il faut toucher l'âme par la beauté. Il n'y a que la beauté qui peut toucher l'âme. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce que te diraient certains virilistes qui te parleraient de muscu, de soulever de la fonte, de faire des actes héroïques ou de faire des prouesses sportives ou que sais-je. Toute cette dimension du corps, d'ailleurs, elle apparaît pas tellement... Enfin, il y a un moment où Pierre Revel se décrit lui-même en expliquant qu'il est plutôt bien fait de sa personne et que... Il s'entretient, voilà. Mais finalement, le corps est pas si présent dans le texte. Non. Et j'ai l'impression que dans tes propos, il est pas non plus très présent. Non, en fait. Je ne conçois pas la virilité comme quelque chose de physique. J'en veux pour preuve Henri. Je sais pas si tu te souviens du jeune Henri qui a notre âge, le héros qui a sauvé des bébés à Annecy. Oui. Henri n'est pas une bête de muscles. Qui faisait un tour des cathédrales. Absolument. Ce n'est pas une bête de muscles, ce n'est pas le héros à la Jason Statham, mais c'est la personne peut-être la plus virile qu'on puisse connaître et la plus digne de respect. Il a, armé d'un seul sac à dos, mis un terroriste en déroute, qui lui, pour le coup, était armé d'un couteau assez conséquent. Donc voilà, la virilité, pour moi, elle s'exprime par le courage, par les actes et par la finesse d'action. Et pas par la taille de nos biceps. Non, ça, ce serait un petit peu vulgaire et indigne de Pierre Revel. En parlant de poésie, on a parlé notamment de la capacité des poèmes à séduire les femmes. Il y a plusieurs poèmes dans ce texte qui ont pour beaucoup une prétention à la séduction et qui n'arrivent pas tous à leur fin. Je pense notamment à ce poème qui est très joli, pour le dire comme c'est écrit. C'est très joli, oui. Est-ce que l'arme secrète du poème n'est pas une arme qui ne fonctionne qu'une fois sur 100 en fait? Et c'est ce que je disais. Pour une réussite, il y a 10 râteaux et Pierre Revel en fait les frais, absolument. Il y a l'absurde. En fait, souvent le poème est absurde parce qu'en fait, il ne rencontre pas de public. Et il y a un décalage monumental en fait entre l'âme qu'on met, entre l'énergie qu'on met dans un poème et le peu de cas qu'en fera la personne qui va le recevoir. Et ça, c'est l'un des grands problèmes de Pierre Revel, puisque comme c'est un pervers fini, complètement narcissique. Aujourd'hui, on se plairait à l'appeler pervers narcissique, en tout cas. Il ne supporte pas que son œuvre soit mise à mal.
ou en tout cas incomprises ou minimisées. Et c'est vrai que ce très joli qui euphémise en fait tout ce qu'il a pu mettre dans sa poésie est très douloureux pour lui. Et il le prend très très mal. Juste pour les auditeurs, je vais lire peut-être ce passage d'ailleurs sur le très joli pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a un poème qui précède et qui est offert à une certaine Mathilde. Et à ce moment-là, Mathilde se retourna surprise. Après cela, je dois vous l'avouer, cher lecteur, mes souvenirs s'enfoncent dans une noirceur étrange. J'étais déjà perdu dans une sorte de folie créatrice, une inspirante et délirante euphorie. Je ne perdis pas connaissance, mais je perdis conscience. Tout ce que je vous relate désormais, penché que je suis sur mes feuillets blancs et raturés, est frappé du sceau de l'imagination. Les souvenirs authentiques se mêlent à des constructions personnelles et ne sauraient être vus comme parfaitement exacts. Aussi, je vous prie de croire presque religieusement à mon récit, de ne pas le remettre en question et de me lire sans appréhension. Je me souviens donc que Mathilde s'était retournée vers moi, ébahie, souriante, et alors qu'elle s'approchait, tendant vers moi sa paume angélique, pour me prendre la main, elle me dit, très simplement, platement, « C'est très joli. » Était-ce tout? Serait-ce sa conclusion? N'aurais-je rien dit de plus que ce mot niais? La poésie ayant déserté notre époque, je me considérais comme l'un de ses ultimes praticiens. J'étais le détenteur d'un talent rare, voué à la destruction et à la violence, sans lequel rien n'avait de saveur, et la seule chose qu'elle trouvait à me dire était que cela était très joli. J'étais furieux. Donc sur cette fureur de Mathilde, moi je me posais presque la question, est-ce qu'en fait il y a des femmes poétesses qui t'ont inspiré? Est-ce que tu perçois une dimension poétique dans le travail d'auteur de certaines femmes, ou est-ce que Mathilde en fait n'est pas la représentante d'un sexe qui ne comprend rien à la poésie complètement? C'est peut-être un peu violent de le dire comme ça, mais comment tu perçois toi la place de la poésie dans l'univers mental féminin? Oula, non, j'allais dire quelque chose de très violent aussi, mais non, je pense que en tout cas dans ce roman, la place de la femme est dans la réception de la poésie, en tout cas. Elle est muse et non pas compositrice. Elle inspire et ensuite elle reçoit. Voilà quelle place a la femme dans la création poétique dans cet ouvrage. Pour Pierre Revel, en tout cas. Pierre Revel, tu dirais que c'est un misogyne ou pas? Non, au contraire, je dirais qu'il aime beaucoup trop les femmes. Mais quelque part, en tant que personnage central du livre, c'est un peu lui qui décide de l'angle de vue qui est écrit dans le texte sur l'ensemble des personnages féminins. Est-ce que tu vois pas là potentiellement un souci pour des féministes qui taxeraient ça de male gaze en disant que tout est vu du point de vue d'un homme et que donc il manque une vision féminine? Je suis pas sûr qu'on passe le test préféré des féministes là, qui consiste à en faire parler au moins deux femmes ensemble, d'autres choses que d'un homme, etc. Enfin, je sais pas si tu t'es posé ce genre de questions en écrivant. Non. Non. Bon. Non, je ne suis pas de ce monde malheureusement. Mais non, je pense que Pierre Revel s'exprime librement dans son témoignage, dans sa confession. Et de toute façon, c'est vrai que le passage que tu as cité est très important, puisqu'il relate aussi les divers niveaux de narration qu'il y a dans le texte, où en fait on a un narrateur qui n'est pas fiable. Et ça c'est dit à la fin dans le dossier. Même lui, il le dit plusieurs moments que sa mémoire lui joue un peu des tours et qu'il se souvient plus trop du prénom. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'il dit précisément. Il dit demander à un amnésique de d'énoncer un récit, c'est comme demander à des aveugles d'aller commenter Modigliani ou quelque chose comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens. En fait, c'est l'œuvre en elle-même. Déjà, elle perd un peu de sa raison. Elle devient moins rationnelle. Et lui-même dit toujours, comme tu dis au lecteur, d'y aller à tâtons, voire même parfois à reculons, de revenir sur ses propos. Il dit « Faites attention, ce que je raconte est sujet à caution ». Je dis beaucoup d'énormités. Et quelque part, le fait qu'il puisse dire à la fois des énormités et des choses très belles, quelque part, comment le lecteur est censé choisir là-dedans ce qui lui plaît moins? Comment il doit décider de ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas? Je sais qu'il y a une postface qui peut aider éventuellement à aller dans une certaine direction, mais oui. C'est vrai que c'est un peu déroutant comme texte, même comme structure. Comment tu as pensé cette structure d'ailleurs? Oui, c'est une structure un peu en sable mouvant. Hein. On s'enlise en fait dans son récit qui est plein d'ellipses en fait. Il raconte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très émotif, donc un simple fait, un simple détail peut le faire partir
dans ses souvenirs, et en fait, il n'est pas chronologique. Il ne juge pas bon de raconter l'histoire chronologiquement, et il juge simplement bon de raconter l'histoire comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il est tellement persuadé d'être quelqu'un d'exceptionnel, et en même temps quelqu'un d'absolument dépravé et mauvais, qu'il veut raconter l'histoire qu'il veut. C'est-à-dire que c'est peut-être même pas la sienne, c'est peut-être même pas une histoire vraie, mais c'est l'histoire qu'il veut confesser, et c'est ça qu'il veut faire pardonner. Et l'importance est là, en fait. Est-ce que l'importance n'est pas dans le fait de juger un homme ou un personnage, mais de juger des faits, des actes, des situations, et un ensemble, comme je disais tout à l'heure, de petits faits, de petites choses qui mettent une cohérence dans un récit. Quelque part, moi, la structure m'a un peu rappelé certains des livres de Hermann Hesse. Est-ce que c'est une inspiration Absolument, ah oui, complètement. Ouais. Oui. C'est un de mes auteurs favoris. Qu'est-ce que tu as puisé chez lui en particulier là, c'est la structure. Enfin, tu t'es inspiré de oui, certains. La structure, ouais. Par exemple, je sais pas, le Loup des Steppes. Il me semble qu'il y a un peu la même structure, il me semble. Hein, voilà, avec des pièces importées dans un récit comme ça, c'est typiquement du S, oui, bien sûr. Moi, j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait une petite patte de Albert Cohen par certains aspects. Notamment dans les scènes, des parades amoureuses, tout ce qui est séduction, etc. Comment tu... Est-ce que c'est une inspiration aussi ou pas forcément du tout? Je suis pas vraiment lecteur d'Albert Cohen, donc c'est pas une inspiration, effectivement. Intéressant, ok, parce que j'aurais cru que pour le coup, ça t'aurait parlé au moins, je pense à la scène du gorille de Belle du Seigneur, je ne sais pas si tu l'as en tête. Oui, bien sûr. Où il lui explique par le menu comment il va la séduire, etc. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu ce même côté presque pervers par moment. Mais, oui, tout à fait, mais c'est plutôt, moi, c'était une perversité plus proche, comme je disais tout à l'heure, de la marquise de Merteuil, qui essayait de rationaliser, en fait, déjà l'acte, et ensuite tout ce qui est avant, c'est-à-dire la séduction. Madame de Merteuil qui raconte sa première fois de façon très froide, en se concentrant sur chaque sensation. Bon, pour le coup, elle n'est pas pudique. Pierre Revel est un grand pudique, contrairement à ce qu'on peut croire. De tout ce que j'ai pu dire, Pierre Revel ne raconte que très rarement des scènes érotiques de façon crue. J'avais pas envie de toute façon de tomber dans le roman érotique, c'est un registre qui m'intéresse pas. Je laisse ça à Houellebecq et à ses comparses. Je sais pas si Houellebecq dirait lui-même qu'il écrit des romans érotiques pour le coup. Non, c'est vrai, il n'y a aucun érotique. Aucun érotisme au final. Je dirais que c'est plutôt de l'anti-érotisme. C'est de l'anti-érotisme, oui, tout à fait. J'aimerais retrouver, alors je vais essayer de le faire, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant. En tout cas, on pourrait dire que l'érotisme de Pierre Revel n'est pas forcément là où on l'attend. Il n'est pas forcément dans l'acte sexuel pur. Pierre Revel trouve son érotisme aussi tout simplement dans la contemplation, dans le contact. Toi-même, tu te dirais contemplatif ou pas forcément? Oui, j'aime la beauté, évidemment. Contemplatif, pas forcément de femme, hein, mais de beauté en général. D'œuvres différentes, qu'elles soient monumentales, picturales ou quoi que ce soit d'autre. Alors, je vais essayer de retrouver, voilà, je crois que c'est ça. C'est ce passage que j'avais en tête qui m'a beaucoup rappelé, parce que tu as fait une allusion à Michel Houellebecq, et donc, pas de chance, hein, je vais confronter... On va ravir les auditeurs du SAR. Mais les tiens, peut-être aussi. À titre personnel, je pense qu'il a quelques vertus, peut-être un peu cachées, mais il a quand même quelques... Enfin, je pense qu'en termes d'analyse sociologique, il a écrit à une certaine époque, je pense pas dernièrement, mais à une certaine époque, il avait fait des choses à peu près... Moi, j'ai beau le critiquer, j'ai lu ses romans. Voilà. Je vais lire ce passage qui se trouve en page 22, quasiment au début du texte. La majorité des gens n'aiment que par habitude. Ils éprouvent, au contact de leur âme sœur, un vague sentiment de sécurité, de confort, bien vite troublé dès la première dispute ou rencontre avec un partenaire plus attrayant. Quelques-uns, toutefois, un peu plus originaux, ne s'attachent pas à leur amant. Ils se contentent de le fréquenter de façon épisodique, de se livrer à quelques bas instincts le temps d'un soir après un simulacre de parade amoureuse, souvent un verre offert à quelques terrasses d'un centre-ville quelconque. Ceux-ci ont l'avantage de pouvoir changer de partenaire régulièrement, mais ils finissent souvent seuls, dépressifs et alcooliques. On peut les observer à 9h du matin au comptoir des bars. Personne ne les jalouse alors. J'ai déjà eu quelques aventures de ce type, beaucoup à dire vrai.
Ce furent des rapports insignifiants, décevants à tout point de vue et parfois même désagréables, certaines femmes sachant parfaitement masquer les défauts qu'elles se plaisent ensuite à vous imposer lorsque vous êtes coincé entre leurs jambes affreuses dans une chambre humide et obscure. Ça aurait pu être écrit par Houellebecq, non ? Non. Non, pourquoi ? Il l'aurait vraiment bien écrit. Quelque part, il y a quand même enfin, moi, ça m'a rappelé, en fait, ce passage m'a rappelé un passage où Houellebecq, je ne sais pas si tu as cette citation en tête, je la cite entre guillemets de mémoire, compare les femmes qui ont passé 1 ou 2 ans à faire du vagabondage amoureux, c'est comme ça que lui l'appelle, à des vieux torchons qui sont incapables d'aimer. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de similarité dans l'esprit, tu vois, entre ces deux passages. À la différence que je parle des hommes. Hein. Oui, justement. Et en fait, j'avais envie de te demander si... on pourrait pas créer un site pour les vieux torchons et les alcooliques. Si quelque part... Non, mais moi, je trouve la question de... En fait, c'est intéressant parce que d'habitude... je te dis ça même sur Internet, souvent on présente les femmes qui ont accumulé beaucoup d'expérience comme ayant des problèmes sentimentaux, émotionnels, etc. et tout ce qu'on peut imaginer avec, sans parler de maladies vénériennes, etc. J'ai pas forcément envie d'aller jusque là-dedans, mais enfin... Je suis pas médecin. Voilà, bon. Mais on parle assez peu des hommes qui ont accumulé beaucoup d'expérience. Est-ce que tu dirais que c'est une mauvaise chose pour un homme que d'accumuler beaucoup d'expérience, notamment en allant... faire des parades amoureuses, se livrer à quelques bas instincts le temps d'un soir, etc. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois ? Alors, beaucoup d'hommes qui nous écoutent vont se regarder le nombril, mais par pur souci d'égalité, je devrais dire que oui, que c'est le même problème. Mais est-ce qu'on a un souci d'égalité, en fait ? Je vois qu'on va me prendre sur ce terrain-là. Oui, je pense que oui. En fait, non, on n'a pas un souci d'égalité. Je pense que c'était pas un souci que les hommes et les femmes sont inégaux par essence. Et sans tomber dans les écueils de la... Comment ça s'appelle ? Mince. La psychologie évolutive, quelque chose Évolutionniste ? Évolutionniste, voilà, ouais. C'est ça. Je pense que le but recherché n'est pas le même. Les hommes se comportent plus souvent comme des prédateurs qui ont pour but de... On va parler de façon triviale, transmettre un maximum leur patrimoine génétique. Et femmes... quel euphémisme, hein. On va parler en termes corrects, hein, mais bon. Et les femmes, elles, ont pour but de préserver, en fait, leur patrimoine génétique, plus que ça, même leur corps, puisque elles, une passe amoureuse malheureuse peut donner naissance à 9 mois de grossesse, à un enfant et à toute une vie, ce qui est moins le cas pour les hommes qui peuvent moins assumer, il faut le dire aussi. Mais est-ce que quelque part l'accumulation de rendez-vous, de rencontres, etc., détruit, pas forcément physiquement, mais mentalement, dans l'esprit, les hommes qui s'y adonnent? Tu vois, c'est parce que c'est une des questions que je me suis posée en lisant le texte. Je pense que c'est une question d'esprit, c'est une question de fond. Qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on le fait? C'est tout. Est-ce qu'on est dans la consommation maladive de femmes ou est-ce qu'on est dans l'expérimentation et dans la recherche désespérée de son alter ego, de son âme sœur? Il y a l'homme cynique par excellence qui tout simplement cherche à jouir sans entrave et pour cela se sert des femmes comme de vieux torchons justement. Et il y a l'homme qui malheureusement ne trouve jamais chaussure à son pied et qui va enchaîner des rencontres, et j'en connais beaucoup, hein, des comme ça. Ils sont parfois animés de très bons sentiments et ils rencontrent beaucoup de femmes, mais ça ne donne rien parce qu'ils sont incapables de se projeter avec elles et de comprendre et de concevoir une vie avec elles. Cette fameuse âme sœur, quand tu utilises cette formule, toi, qu'est-ce que tu y mets derrière? Tu considères est-ce que tu crois quelque part à la version platonicienne avec le banquet, on sépare le monstre à 4 mains et 4 pieds, etc. Ou est-ce que tu es dans une approche plutôt où tu l'utilises parce que c'est une facilité de langage, mais qu'en fait, derrière, ce que tu mets, c'est une personne qui te correspond, etc. Oui, bien sûr. Oui, c'est un raccourci linguistique, hein, complètement. Je pense que l'âme sœur, on peut aussi un peu le façonner. La façonner. Il faut aussi accepter que son partenaire n'est pas parfait. Il faut accepter ses défauts, il faut accepter ce qu'il peut nous reprocher, pourquoi est-ce qu'il peut nous en vouloir, et il faut le comprendre. Bon, certes, il faut accepter jusqu'à un certain point, il ne faut pas se transformer nous-mêmes en serpillère, mais je pense qu'il faut aussi savoir voir
l'âme sœur qu'il y a dans une femme qui n'est pas évidemment au premier regard une âme sœur. Parce que tu vois, ça c'est un point, quelque part, je ne l'ai pas vraiment trouvé dans le texte. Enfin, j'essaie de me souvenir. Non, je pense que Pierre Revel n'est pas capable de ce genre de. Mais justement, j'ai pas l'impression que Pierre Revel, quand il cherche une âme sœur, pour le dire vite, en utilisant donc dans ce sens-là, hein, dans le sens de la personne qui lui correspondrait, etc. J'ai pas l'impression qu'il admette la possibilité de façonner en partie cette personne ou de la lui donner quelque part, peut-être par un effet de retour, il pourrait y avoir une progression vers le fait que cette personne lui corresponde mieux. J'ai l'impression que lui, il consomme, en fait. Il a un côté, si c'est pas tout de suite évident, ça ne lui plaît pas. Oui, mais c'est même plus compliqué que ça. Je pense qu'il est un peu comme les jeunes hommes d'aujourd'hui. Il va au-delà de la consommation, c'est-à-dire qu'il veut se projeter absolument sans concession, sans compromis, en fait, dans la femme. Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, notre génération, c'est le début, hein. Celles qui arrivent après sont bien pires, mais notre génération aussi, on a un peu un côté enfant roi, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas le compromis, et les femmes qu'on croise doivent être tout ou rien, c'est-à-dire qu'elles doivent soit correspondre à 100% à notre idéal, c'est-à-dire à ce qu'on s'est construit comme idéal, ou dégager nos vies, en quelque sorte. Et ça ne fonctionne pas. Les femmes sont des millions de nuances. Une femme est un million de nuances, donc il faut savoir aussi voir ce qu'on veut trouver dans la femme. Qu'est-ce que voudrait y trouver Pierre Revel, à part peut-être... Enfin, moi je me suis demandé s'il cherchait vraiment quelque chose de précis, ou s'il était à la poursuite d'une ombre, presque d'un fantôme, d'un fantasme qu'il avait de la manière dont il voyait les femmes, en fait. Je pense que c'est une très bonne question, ça. Pierre Revel, je pense qu'il se court aussi après lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il se construit en miroir. Mmh. Tout ce qu'il peut exprimer ou vivre se fait à travers des passions qu'il peut ressentir pour les femmes. Son premier exutoire étant Anna, il en a conçu un imaginaire absolument fabuleux, et qui fait qu'il va continuer de rechercher cet imaginaire dans les autres femmes qu'il va pouvoir croiser. Il va le chercher dans Mathilde, ce sera un échec, il va le chercher a fortiori dans Denise. Mais cet idéal, en fait, il ne pourra jamais le trouver, parce qu'en fait, c'est lui. Il cherche à se projeter, et il ne pourra jamais se trouver dans une femme, puisque lui, étant déjà un pervers d'une complexité assez développée, il ne pourra pas forcément se trouver dans la première femme qu'il croisera comme ça au coin de la rue. Et je ne lui souhaite pas de croiser d'ailleurs une femme de son acabit. Je te propose peut-être de lire quelques passages et d'avoir une petite discussion. J'en ai sélectionné quelques-uns. Notamment, tu as toute une réflexion sur l'amour d'Anna. Et il se dit « Pourquoi Anna m'aimait-elle alors ? Parce que j'étais beau, jeune, et que je lui donnais ce qu'elle rêvait d'avoir. Facile, me direz-vous, mais l'amour est, contrairement à tout ce que les théoriciens du sexe opposé veulent vous faire croire, une chose simple. Anna m'aimait parce que mes yeux savaient voir au fond des siens, parce que mes gestes charmaient le moindre de ses nerfs, parce que ma voix perçait les tréfonds de son cœur, parce que mes mots pouvaient être les siens, parce que mes pas menaient au rivage qu'elle rêvait d'atteindre, parce que j'étais fait pour elle. C'est aussi simple que cela. Trouvez-vous une explication plus logique ?» Est-ce que c'est pas trop simple, en fait ? Non, je pense que c'est la simplicité du coup de foudre. Et c'est justement ça. Est-ce que Pierre Revel dit la vérité ? Déjà. Est-ce qu'il n'est pas encore là, en train de projeter son idée du coup de foudre, son idée de l'amour ? Est-ce qu'Anna lui a dit ça une seule fois ? Parce que je te posais cette question en réalité parce que toi, tu vois, il y a un petit côté, j'irais peut-être pas jusqu'à dire schizophrène, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a une légère autocontradiction, je dirais, chez ce Pierre Revel, qui à la fois a l'air de beaucoup valoriser la spontanéité du coup de foudre, etc. Et quelques pages plus loin, en page 43, dit... Je savais toujours comment séduire une jeune femme, je prenais tour à tour pour cela des airs de lord anglais, de dandy dépressif, de peintre raté, de loupard effronté, de preux chevalier en proie à des démons intérieurs, et avec la pratique vint une maîtrise rare de cet art désuet, la séduction. Je me souviens, ou plutôt je crois me souvenir d'une certaine Léa, ou peut-être Léna, son nom m'échappe, que je retrouvai un soir d'été à la terrasse d'un charmant petit bistrot dans la cour usée d'un hôtel particulier en voie de décrépitude avancée. Le cadre était propice au rôle que je souhaitais m'y donner. Je crois me souvenir,
mais je ne suis certain de rien car Léa ou Léna fut l'une de ces rencontres que je fis alors que je me trouvais dans un pic considérable d'activité, que je voulais lui donner l'image d'un poète talentueux mais incompris. Quelque part, il se met en scène. Enfin, tout le côté spontané, le coup de foudre, etc. Il y a quand même beaucoup de travail, entre guillemets, pour arriver à ce coup de foudre. Et précisément parce que Pierre Revel, à ce moment-là, a perdu sa niaiserie. Il a perdu sa niaiserie. Mince, j'ai perdu le mot là. Si, on peut, ça se dit. Enfin, oui. je veux dire, il a perdu sa naïveté, non? Sa naïveté, merci, innocence. voilà, son innocence. Voilà. Il a perdu son côté innocent. Anna lui a brisé le cœur. Enfin, en tout cas, elle a brisé l'idéal qui se faisait de son cœur. Et il a perdu tout ça. Et maintenant, il rentre dans une autre phase, on va dire, de l'amour, qui est celle du conflit entre les hommes et les femmes. Et c'est-à-dire que lui, il voit ça comme un conflit, et pour gagner, il doit séduire. C'est-à-dire que sa façon de gagner, d'avoir un ascendant sur la femme, c'est de gagner son cœur. C'est un conflit ou c'est un jeu, en fait? Parce qu'il y a des gens qui te diraient c'est un jeu de choisir quel rôle on a envie de jouer. Ça pourrait être très amusant, en fait, de décider que, à l'improviste, en fonction de la personne, il peut décider un tour à tour d'être un preux-chevalier, un poète, oui, un peintre, enfin... Tout à fait, mais si on osait dire à Pierre Revel qu'il joue, je pense qu'il aurait une réaction inappropriée, voire violente. Il se prend très au sérieux. C'est un personnage qui est absolument sérieux dans tout ce qu'il fait, et qui pense qu'il est animé d'une quête, si ce n'est divine, au moins universelle, et il doit, pour lui, mener à bien cette quête de séduction universelle de la femme, et qu'il voit, comme je disais, comme un conflit. Est-ce que tu dirais quelque part que pour lui, l'amour est une sorte de tendre guerre, pour reprendre une formule déjà largement utilisée, ou enfin, tu le vois sous l'angle du conflit? Oui, je pense que pour lui, oui, c'est le mot juste. C'est le mot juste. Jusqu'à Denise, évidemment. Où là, il voit qu'il gagne, malgré lui, et grâce à sa perversité. Et je pense que c'est là qu'il se rend compte du mal qu'il fait. Alors, un tout petit peu plus loin, j'avais mis de côté aussi une autre question que j'ai trouvée intéressante, où il y a une sorte de premier lien qui est fait. Alors, il y en a un autre qui se fait un peu plus tard, mais je ne veux pas forcément divulgacher cette partie-là, entre amour et argent. Et donc, on est toujours avec Mathilde, qui considère que les poèmes sont très jolis. Hein. je le rappelle pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas suivi. Mais justement... Ah pardon, je te laisse. Voilà, et donc je lis ce petit passage. Après ce soir, je pris la résolution ferme de conquérir le corps de Mathilde. J'y mettrai les moyens s'il le fallait. Toute ma bourse étudiante y passerait, ainsi que mon petit salaire de serveur à mi-temps. Ces événements, ainsi que cette froide résolution, furent les déclencheurs de nombreuses péripéties, et je ne choisis pas ce terme plus au hasard, plus tardive. Je fis inconsciemment le lien entre l'argent et le corps. Et j'avais envie de te faire commenter ce passage, parce que quel lien fais-tu entre argent et corps, en fait? Pierre Revel ou moi? Ah ben les deux mon capitaine. Je pense que dans toute relation saine, il est plus qu'urgent d'évacuer la question de l'argent, mais que toute relation malsaine peut être, oui, effectivement tarifée. Pierre Revel, lui, ne fait pas le distinguo entre sain et malsain. C'est ce qu'il demande, en fait, aux gens de faire pour lui. C'est ce qu'il demande aux lecteurs de faire. Donc pour lui, argent ou pas, tous les moyens sont bons, en fait. C'est Justement, voilà, si Madame de Merteuil est le second Pierre Revel, le troisième serait peut-être le prince de Machiavel. Je pense que ce serait un fin manipulateur. Mais cette question de l'argent, enfin, elle a l'air à peu près anodine au départ, mais en fait, tu sais qu'il y a vachement de discussions sur Internet qui tournent autour de la vénalité des femmes, qui tournent autour, tu sais, de thématiques, je pense notamment, il y a des réseaux sociaux entiers qui sont remplis d'images, on va dire, dévêtues de femmes qui se monnaient. Tout cela existe, et donc, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé pertinent quelque part cette question. Comment tu l'aperçois, toi? Tu considères que c'est forcément malsain? Parce qu'il peut y avoir dans un couple normal aussi l'un des deux qui gagne plus d'argent que l'autre, ou des tas de... Tu vois, il peut y avoir même dans un couple sain des rapports d'argent. La cohabitation et le partage des ressources n'est pas soumis à la complétude du devoir conjugal, si j'ose dire. Je veux dire, c'est forcer un certain état d'esprit, amoureux ou non, au partage de ressources pécuniaires, là oui, je trouve qu'il y a un petit côté un peu malsain. Après, chacun sa vision du couple.
Non, mais je te dis ça parce que si tu veux, dans les gens qui s'expriment sur ce genre de questions, non, il y a des gens qui t'expliquent que par exemple les hommes doivent rapporter la calorie au foyer et que les femmes doivent partager autre chose en échange. Enfin, que en gros tout s'échange et que tout ça n'est finalement qu'une histoire d'échange. Mais j'aimerais vivre dans une époque où on pourrait dire ce genre de choses, mais c'est complètement absurde. Aujourd'hui, de toute façon, il faut être réaliste. La plupart des ménages ont besoin de salaire pour subsister, et il faut que les femmes travaillent. La question est bien au-delà de la littérature, je pense. Du coup, le fait que dans un couple les deux travaillent aujourd'hui, certains te diraient ça ne fait que renforcer en fait l'inflation, les problématiques économiques actuelles ne font que renforcer le besoin de se positionner par rapport à la question de l'argent. Or, elle est tout de suite évacuée en fait dans ce livre, à part cette mention-là. Elle revient un petit peu plus loin, enfin, par un moyen détourné, sous la forme de Denise. Mais en pratique, j'ai l'impression que si tu veux, tu as tendance à quelque part l'éliminer cette question de l'argent comme étant presque une scorie de quelques couples malsains voués à disparaître. Non, j'irai pas jusque-là. En fait, c'est simplement que Pierre Revel, pour lui, l'argent, c'est le moyen direct d'avoir accès au plaisir sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord par un témoignage qui est inséré dans l'œuvre, et ensuite, lui en profitant. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il accepte de vendre son corps à une femme, et au final, il se rend compte qu'il n'a pas besoin de vendre son corps, parce que de toute façon, il prend autant de plaisir qu'elle dans l'acte. Mais en fait, il fait le lien entre argent et plaisir. Je pense pas qu'il fasse le lien entre argent et couple ou argent et amour. Je pense que les couples d'aujourd'hui sont soumis à des problématiques qui dépassent amplement les vicissitudes de Pierre Revel et qui sont plutôt de l'ordre de la sociologie. Est-ce que tu irais même jusqu'à dire que Pierre Revel est en couple en fait? Parce que je trouve que cette question elle peut paraître absurde. Il y a des moments où il est de manière durable avec des femmes. On a toujours l'impression qu'il ne fait qu'être là un peu de passage et qu'il pourrait très bien partir du jour au lendemain sans crier gare. Est-ce que tu dirais qu'il s'est vraiment mis en couple ou est-ce qu'il est juste avec elle pour une durée indéterminée? Eh bien, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Pierre Revel, il traverse la vie et d'ailleurs, c'est souvent intégré dans le champ lexical du texte, où il n'appelle pas les gens, souvent les autres ou les gens, mais souvent des spectres. Parce que il était important pour moi de faire comprendre que l'humain était en fait une sorte d'être glissant à travers la vie sans y laisser véritablement d'empreinte. Et c'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que beaucoup de gens veulent écrire, c'est pour laisser une empreinte. Ne pas être comment disait Patrick Modiano, il appelle ça des hommes des plages. Dans la rue des boutiques obscures, Patrick Modiano parle d'un homme qu'on voit sur toutes les photos de vacances des gens parce qu'il traîne tout le temps, en fait toute l'année sur la même plage. Et il dit qu'il y a beaucoup de gens comme lui dont l'empreinte des pas s'efface au bout d'une minute parce qu'elle est perpétuellement inscrite sur du sable. Et voilà, il y a cette volonté de ne pas être un homme des sables. Et Pierre Revel, lui, typiquement, c'est un homme des plages. C'est un homme qui erre dans la vie sans laisser véritablement d'empreinte, sans laisser de lui-même, si ce n'est une empreinte, on va dire, maléfique. Et il est en fait empêtré dans son image, dans l'image qu'il a de lui-même. Il se refuse en fait à construire quelque chose de durable, puisque pour lui, ce serait voué à la destruction et à l'œuvre du mal. Et donc, il est condamné, en fait, par ce fait, il est condamné à rester seul. On va peut-être revenir juste après sur le mal, parce que c'est une question qui traverse une bonne partie de l'œuvre. Je trouve intéressant ce que tu dis. Quelque part, moi, l'impression que j'avais, alors tu me dis si c'est faux, hein, c'est que il aurait pu se contenter, Pierre Revel, de laisser une trace dans la mémoire des femmes avec qui il passait quelques soirées. Et que finalement, en fait, il se rend compte que cette mémoire aussi, elle est vouée à s'effacer, et que la seule chose qui reste, c'est le papier, quelque part. Absolument. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi? Oui, tout à fait, d'où les poèmes. Parce que les poèmes restent plus que les mémoires? C'est ce qu'il espère, en tout cas. Sauf quand il se met à les détruire lui-même. Bon, et je vais lire un passage que tu écris en page 174 sur la question du bien et du mal. Certes, si la nature est fabuleusement dénuée de morale, elle ne peut pas être frappée de vice. Si le loup tue parce qu'il a faim, il ne le fait pas par volupté. Mais ce n'était pas mon cas, je discernais le bien du mal, et mon choix s'était sciemment porté sur le mal. J'avais sur tous les fabuleux carrefours de l'existence
furieusement obliqué à Sénestre, marquant tous mes choix de la navrante odeur du vice. Je n'étais pas un jeune loup, je n'avais pas l'innocence du prédateur, j'étais un artisan de la désolation, un maître de la volupté, j'avais su m'enfoncer avec grâce dans les abysses de la perversité, de la mortification, de la violence, chutant des hauteurs de la virginité, tel un archange maudit, dansant dans les sinuosités de ma chute avec le corps sublime d'Anna, avec les yeux innocents de Mathilde, avec les rondeurs fauves de Denise, ballotté par les bourrasques d'un orage divin. C'est quasiment, par certains aspects, l'archange qui chute, etc. C'est une image un peu satanique. Absolument. On est d'accord là-dessus ? Très assumé. D'ailleurs, il y a un petit côté Lautréamont dans ce passage. Oui. Donc, je pense que oui, c'est complètement assumé. Et ça fait. D'ailleurs, on touche au terme de sa confession. Oui. Et là où il accepte de se dévoiler tout à fait, d'ouvrir son cœur, il ouvre sa chemise, il ouvre tout, il veut tout montrer. Voilà, il accepte de sombrer en fait dans ce qu'il est, c'est-à-dire un démon. Tu dirais qu'il est un démon ou que c'est quelqu'un qui a sombré dans... Parce que, tu vois, d'habitude, on a tendance à considérer que le vice, le mal, c'est un engrenage qui part par des petits péchés, des petits défauts, et qui finit par s'emballer jusqu'à emmener aux pires extrémités. Alors que c'est pas exactement la même chose que de dire que quelque chose est totalement prémédité et qu'on est malin de manière préméditée, ce qui est quand même un peu ce qu'il écrit là. Comment tu ferais cette distinction? Parce que moi, jusque-là, j'avais tendance à plutôt lui accorder le bénéfice du doute. Je le considérais plutôt comme quelqu'un qui s'était progressivement laissé entraîner. Et là, en fait, à cette page 174, l'œil torve, mais dans un sursaut, je me suis rendu compte que j'étais face au malin, en fait, à Satan. Tu vois. Voilà, mais c'était tout le travail littéraire là. Voilà, c'était le but, c'était de se dire. Ok, là il a fait ça pour ça, bon, il y a une bonne excuse, bon, on en arrive là, ok, là il a fait ça pour ça, il y a une bonne excuse, on en arrive là. Et à la fin, il le dit lui-même, mais non, j'ai fait mes choix, j'ai choisi, j'ai péché, et maintenant je dois assumer, et j'implore votre jugement. Et c'est ce qu'il veut, il veut dire à tout le monde, j'ai choisi de pécher. C'est un peu presque contradictoire, non, d'implorer un pardon quand jugement. On a choisi de pécher. Il implore ou même un jugement en fait. Je veux dire, quand tu pêches, tu as décidé que tu faisais le mal, tu peux pas demander un jugement. Tu sais très bien que tu as fait le mal. Dans une société dénuée de morale, il faut demander un jugement, puisque personne ne lui dit qu'il a péché. Même lorsqu'il est jugé, on lui dit qu'il ne sera pas jugé parce qu'il est fou. Donc on lui dit, vous n'êtes pas responsable. Et tu dirais qu'on est dans une société dénuée de morale aujourd'hui ? Bien sûr, oui. Tout à fait. D'ailleurs, les œuvres... Même au sens... à quel point de vue ? Parce que, si tu veux, tu as des gens qui poussent... Eh bien, c'est ce que... je rebondirais sur ce que tu disais tout à l'heure, où on érige en stars des jeunes femmes qui vendent leur corps et leur charme contre... Enfin, qui monnaient, en fait, des parties de leur corps et de leur charme, et qui entrent comme ça dans la postérité. Je pense que là, on tombe dans une société qui est, sinon, au moins dénuée de beauté, dénuée de morale. Parce que, quelque part, je vais peut-être me faire l'avocat du diable pendant 15 secondes, mais tu as des gens qui te diront que la cancel culture, c'est pousser l'exigence morale jusqu'à son terme et demander attendre des gens des niveaux de morale dont ils sont pour certains incapables. Oui, bien sûr. Bon, après, on peut trouver la morale où on veut, c'est sûr. Mais il me semble que ces gens sont pour la libéralisation absolue de tout, même de ce qui est de l'usage qu'on peut faire du corps et des drogues, voilà, tout un tas de déviances. Ils sont pour cette libéralisation, et je pense que la morale met normalement, logiquement, un frein à toutes ces déviances. Et il me semble que tout ce qui est wokisme et tout ça, c'est au contraire, c'est la volonté de dire à chacun, faites ce que vous voulez, de toute façon, tout cela n'a aucune conséquence. Vous n'êtes là que pour 70 ans sur Terre, donc autant jouir et encore jouir. Et voilà, essayez surtout de ne pas penser à ce que vous allez renvoyer comme image, à ce que vous allez pouvoir faire autour de vous comme en tant que bien, en tant que mal, et à ce qu'on va pouvoir donner aux autres. Tu penses que ce nihilisme-là, il ne peut que redéclencher un appel peut-être vers une morale qui serait beaucoup plus définitive, qui dirait ce qu'est le bien et le mal, ou est-ce qu'au contraire, on va rester dans une sorte de soupe du jouir sans entrave ad vitam aeternam ? Je pense que
Oui, le revers est déjà en train de partir, selon moi. Je pense que oui, il y a une prise de conscience aujourd'hui chez les jeunes, même les plus jeunes que nous, hein, qui se tournent de plus en plus vers des valeurs de plus en plus fortes, hein, qu'elles soient plus ou moins adaptées à notre société. Là n'est pas la question, mais en tout cas, je pense que oui, les jeunes se détournent de cette espèce de morale post-68 hard, aujourd'hui wokiste, qui veut que voilà, on jouisse sans arrêt. Et à mon avis, oui, il y a un retour de flamme qui va s'opérer, mais de toute façon, c'est cyclique et ça va forcément se faire. Quand tu précises ici donc la chute de l'archange, etc., moi j'ai tendance à considérer que tu te places dans un cadre au moins chrétien, peut-être même catholique. Tu dirais que c'est toi, quand tu parles de la morale, du bien, du mal, etc., c'est la boussole chrétienne qui te pousse à te dire ça ou... Je dirais qu'en bon européen, oui, forcément. Nos valeurs sont le fruit d'une longue histoire judéo-chrétienne, donc je pense que... ou celto-chrétienne pour certains, mais je pense que, oui, immanquablement, il y aura des restes de ces valeurs dans ce qu'on appelle la morale, oui. Ou en tout cas, dans les restes qu'on en a. Bon, après, forcément, avec le socialisme, le wokisme, comme le dirait Chesterton, il y a les morales, les valeurs chrétiennes devenues folles, non? C'est ça? Oui, c'est ça, son expression. Et donc, immanquablement, même ça, en fait, même cette déviance, c'est le reflet de ces valeurs-là. Et du coup, par rapport à tout ça, toi, tu penses que notre ami Pierre Revel, en fait, il lui a manqué une connaissance chrétienne, il lui a manqué oui, c'est un encadrement peut-être catholique. Voilà. Enfin, Non, je pense pas que Pierre Revel, bien sûr que ça lui aurait fait beaucoup de bien, certes, mais je pense qu'en fait son réflexe de la confession est parlant. Lui-même n'étant pas croyant, ni même aguerri à la morale chrétienne, il a quand même un besoin qui est inné et que je pense on a tous, c'est d'être compris et d'être jugé et voire dans le meilleur des cas d'être pardonné. Et c'est pour ça qu'il se confesse. Et ça, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus chrétien? La confession, c'est l'un des sacrements. C'est ce après quoi devrait courir tout bon catholique. Et tu penses que typiquement, en allant chercher dans le monde de la justice, il essaye de trouver ce qu'il n'a pas trouvé dans le monde de la religion? Tu crois qu'il considère la justice comme un substitut? Oui, voilà, il n'a même pas l'idée de la religion. Il n'a même pas l'idée d'aller chercher la religion. C'est quelque chose qui ne l'effleure pas. Il est dans une société comme celle d'aujourd'hui qui se veut laïque et qui est plutôt plus athée que laïque, mais qui prive en fait complètement en tout cas ce personnage d'un recours à la foi. Et donc il se tourne vers la seule chose qu'il connaît, c'est-à-dire la juridiction, on va dire, de droit commun. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui ne veulent pas finir comme Pierre Revel et qui veulent rester sains d'esprit, si c'est possible? Soit des jeunes auteurs, soit des jeunes séducteurs, je sais pas, qui voudraient apprendre à séduire. La séduction, c'est l'écoute, c'est écouter. C'est un peu moins chercher peut-être à étaler ses charmes, à vouloir prouver qu'il y en est, mais peut-être chercher à écouter un peu plus, sans tomber dans la très fâcheuse friendzone, attention. Elle existe, parce que c'est vrai, on n'a pas parlé de cette fâcheuse friendzone. Elle existe, mais je conseillerais une très bonne lecture aux jeunes, qui s'appelle L'étrangère de Roger Nimier, qui est un traité véritable de comment sortir de la friendzone. Voilà. D'accord. Lisez ce livre, vous comprendrez. On peut en sortir ou il vaut mieux ne pas y rentrer? Il vaut mieux... Non, on peut y rentrer et en sortir très facilement. Il suffit de... Non, parce que beaucoup de gens te diraient que le plus dur, quelque part, le plus dur, c'est de ne pas y rentrer. Et une fois que ça s'est fait, on a encore des chances. Alors que sortir de la friendzone est peut-être un peu plus difficile. De toute façon, sortir de la friendzone est toujours facile à partir du moment où on peut couper les ponts. Oui, c'est vrai. Sortir de la friendzone, tout le monde peut le faire, mais y entrer aussi. Après, il faut en sortir par le haut. C'est ce qui est quand même le mieux. Donc mais oui, je recommanderais en tout cas cette lecture. Et tiens, j'en profite, il y a une autre question qui m'a traversé l'esprit. J'ai pas l'impression qu'il y ait la question de l'enfantement qui se pose tellement. Pierre Revel n'a pas de velléité de laisser un descendant ou une lignée derrière lui.
Est-ce que c'est quelque part le reflet de notre époque qui a peur d'un monde où il y aurait trop de gens, ou est-ce que c'est plus parce que lui-même ne se voit pas en tant que père en fait? Comment tu... Non, c'est pas le reflet de cette époque. Je pense que c'est plus le reflet de la personnalité typiquement antagonique de Pierre Ruel. Pierre Ruel, c'est tout ou rien. C'est-à-dire soit je ne laisse aucune trace, soit je laisse une trace, mais partout, dans tout le monde. Et donc pour lui, la trace devait... ses restes devaient être ceux d'un homme qui a conquis des milliers d'esprits et qui a pu distiller comme ça en fait sa pensée, sa verve dans beaucoup de gens, dans une masse, dans une foule. Et pour lui, la solution individuelle de perpétuer sa lignée, de transmettre ses connaissances à son enfant pour en fait perdurer, n'était même pas envisageable. Pierre Ruel n'est pas un homme de la demi-mesure. Bon, eh bien, merci beaucoup Jules Lacroix. Je te propose qu'on conclue cette intervention ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton texte, qui est vraiment très bien écrit. Encore une fois, je crois que j'ai pas assez insisté dessus, mais je le dis. Avant de conclure peut-être cette discussion, je te laisse peut-être nous dire un mot de l'éditeur qui t'a édité, la Giberne, qui a une démarche qui n'est pas tout à fait typique. Enfin, c'est un jeune éditeur. Ouais, il tient une chaîne YouTube qui s'appelle Le Hussard. Oui. Et il insiste beaucoup sur la qualité des textes, notamment d'un point de vue stylistique, ce qui explique que ce texte est très bien écrit. Merci. Non, mais c'est une maison d'édition qui est remarquable parce que elle a un projet qui est complètement à contresens aujourd'hui de toutes les autres maisons d'édition, enfin en tout cas de beaucoup, je les connais pas toutes, mais qui est de remettre au goût du jour les belles lettres, les belles phrases, les longues phrases bien tournées, le lyrisme surtout, et encore et toujours le lyrisme, qui manque tant la littérature actuelle. Et voilà, le Hussard, lui, c'est un amoureux des lettres. Je pense que, de toute façon, sa chaîne YouTube parle pour moi. Mais son projet, en tout cas, vaut la peine. Donc, si jamais vous avez vous manquez d'idées de cadeaux pour Noël. Eh ben écoute, j'espère que l'appel sera entendu, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la maison d'édition La Giberne et à la chaîne YouTube du Hussard. Merci beaucoup Jules Lacroix pour cet entretien. C'est un plaisir. Et j'espère à bientôt, chers auditeurs, pour ceux qui nous écoutent.